Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission pas si petite où des joueurs sont unis autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à la campagne Les Chroniques de l'Empire Lunaire pour Donjons et Dragons, publié par Wizards of the Coast. Bonsoir les amis. Salut. Salut. Deuxième partie de cette campagne. Un niveau passé. Ça, c'est cool. Ouais. Ah bah c'est la première fois qu'on augmente. Je confirme. Ouais, c'est la première fois qu'on Toujours survit aussi. confondu. Et ça fait plaisir, Ouais. parce que chacun a gagné plus ou moins des petites choses, à droite et à gauche, ne serait-ce que des points de vie supplémentaires. Oh oui. Des points de chance supplémentaires. Des points de chance, un point de chance supplémentaire, donc vous en êtes à 7, 7 points de chance, enfin point d'héroïsme, point d'inspiration, donc même procédé. L'idée c'est que vous gagnez donc un avantage, ou si vous devez faire un jet contre la mort, ça vous offre une réussite automatique. On verra ça dans la partie. En tout cas, on a toujours le même groupe à la table. On va remercier Craft sur table pour les figurines qui sont faites, ainsi que Ludo et Mika qui ont peint ces figurines. Exactement. Et merci à DK Initiative, parce que si vous nous voyez aussi bien ce soir, c'est grâce à de magnifiques appareils photo hybrides qui ont été en très grande partie financés par DK Initiative, que vous pouvez retrouver aussi comme Craft sur table, donc en lien sous la vidéo. Et donc, maintenant, on peut voir tous les travers que nous avons. C'est ça. sur Merci. le visage. Exit les images floues et bonjour les peaux grasses et les traces d'acné, les cratères d'acné. Et puis, maintenant, on va se lancer dans le bain. Alors, sachant que la partie 1 est terminée. Un petit résumé qui vous permet de vous remémorer un petit peu cette partie numéro 1. Et puis ensuite, on lance le générique. Notre histoire se déroule en 999. Cela fait 200 ans que le titan Prométhée a été terrassé par Charlemagne. Bon, Ardassin, t'es bien mignon, mais t'as déjà tout présenté dans les vidéos avant l'épisode 1, alors maintenant c'est à notre tour de parler de notre aventure. Notre histoire se déroule à Paris pour la cérémonie de l'incandescence. Toutes les grandes personnalités sont réunies. L'écho de Charlemagne lui-même, mais aussi le roi orc Mamnor, qui contrôle le royaume ibérique. Ah oui, ça je me rappelle, c'est là où ils ont tous C'est là qu'on a été convoqué par Olshad, un Olsin, qui nous a demandé de protéger la Phénicière. Elle devait présenter le phénix impérial. Voilà. Ouais, n'empêche qu'Abiel a raison. Ils sont quand même tous cramés parce que la Phénicière n'a pas réussi à faire son taf. Enfin, si, mais elle en est morte, quoi. Oui, je vais reprendre. Olshad nous a demandé d'aller sauver la Phénicière et de la faire sortir de la cérémonie. Et ce qu'on ignorait, c'est qu'on allait se retrouver enfermés dans une pièce avec les charognards. Oui, même qu'on les a tous vaincus. Enfin, surtout mes compagnons. Bah oui, mais du coup, on est arrivé trop tard pour sauver la Phénicière. Et l'écho, et l'impératrice, et le duc de Bretagne, et le roi Manmort. Suite à cet événement, nous avons été missionnés par le duc de Champagne pour nous rendre à Aldébaran, l'ancienne capitale de l'Empire, aujourd'hui maudite. Apparemment, Clotilde était l'éminence grise du duc, mais elle aurait vu des choses terribles à Aldébaran. Et même que pour aller enquêter là-bas, on est monté sur des célestes, c'est des grosses machines volantes, c'était trop fou quoi. Par contre, le chef de la guilde... Ah là, je ne suis pas d'accord, très charmant cet Agbor. Ouais, n'empêche que sur le Céleste, il y avait des âmes forgées quand même. Ouais, d'ailleurs, ça sent pas très bon cette histoire avec les mélons. Ah mais oui, ça je sais, c'est le chef des Prométhéens, c'est ceux qui soutiennent encore Prométhée, et ils tentent de renverser le pouvoir. Ouais, carrément. Sauf qu'on aurait pu en apprendre un peu plus si t'avais été un peu plus discrète. Oui, mais une fois arrivés au relais des Alpes, nous étions contents de retrouver Sraune. Mon petit croque-mite aussi d'ailleurs, malgré les circonstances. Et après, on a traversé un village désert, et ensuite un pont tout pourri. Et après un corridor avec des statues qui ont ravi des dizaines de cadavres et encore un gouffre à traverser. Moi, j'aime pas traverser les gouffres. Et nous sommes enfin arrivés à Aldébaran. L'ambiance était terrifiante, comme s'il y avait toujours des êtres vivants dans cette cité maudite. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une très ancienne et très puissante magie là-bas. Ah oui, comme ma magnifique hache. Ouais, et un magnifique cube gélatineux. Oui, en parlant de ça, Malicia, tu me dois une blessure à l'épaule, là. Combien de fois vais-je devoir m'excuser? J'essaie de te sauver. Ouais, essaye mieux la prochaine fois. Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé Croque-Mite chercher de l'aide et il en a trouvé. Ouais. Ouais, et là encore, si tu t'es pas précipité, t'aurais pas fait sonner la cloche et on n'aurait pas eu le dragon au miche. Ah ça, c'est pas sûr. Rappelle-toi ce que nous avait expliqué Ibox, le petit kobold. Le dragon sentait les objets magiques.
Oui, bah, je vous avais bien dit de pas toucher aux armes et aux pierres précieuses de là-bas. Hein. Gna, bah sans ma hache, on aurait été bien embêté pour la suite. J'avoue, je m'attendais pas à me retrouver sur un lac gelé face à un dragon. Et ces espèces de battements sous la glace, c'était troublant. Ouais, bah là aussi, si vous m'aviez écouté tout de suite et qu'on avait suivi Box vers l'emplacement où Clotilde avait sauté dans le lac. Ouais, mais faut savoir aussi, on me dit il faut aller à la bibliothèque. Bah je vais à la bibliothèque. Bah oui, c'est vrai, mais bon, quand tu te retrouves face à un dragon, il y a des centaines de morts devant toi. N'empêche que là, moi, je t'ai sauvé, Malicia. Oui, merci d'ailleurs. Non mais attendez, vous rigolez ou quoi? C'est moi qui vous ai dit de plonger dans le lac. Ce serait jamais arrivé si vous m'aviez écouté dès le début. Ah oui, t'es trop fort, Zarus. T'es trop fort, Darus. Bon, on s'égare là, les amis. Ensuite, nous avons passé une sorte de barrière où nous sommes arrivés sur une surface où nous pouvions respirer librement. On s'y sentait tellement bien. Ouais, mais l'eau a commencé à monter et il a fallu qu'on avance dans cette espèce de couloir où il y avait 2 énormes statues qui encadraient le passage. T'étais bizarre d'ailleurs à ce moment-là. Qu'est-ce qui t'arrivait? Moi? Oh, rien du tout, j'étais juste un peu fatigué. C'est à peu près compréhensible, non? Avec tout ce qui s'était passé avant. Oui, puis après c'était loin d'être fini, puisqu'on est arrivé dans une pièce recouverte de crânes et il y a plein de statues de squelettes. Oh. Et au milieu de cette pièce se trouvait un trône avec un corps qui dégageait de très mauvaises ondes. Et quand on a voulu traverser le pont, une silhouette encapuchonnée est apparue pour nous barrer le passage. Mais quand j'ai voulu m'avancer, la pièce s'est transformée et on s'est retrouvé dans une plaine où des épées étaient plantées sur le sol. Il y avait aussi un arbre magnifique, le vaïré, qui était en train de prendre feu à cause d'un phénix. Faut qu'ils crament tout ce qu'ils voient, ces bêtes-là. Et là, toute une cité est apparue autour de l'arbre, ainsi que le fameux trône. Et là, le corps s'est animé en nous disant qu'il était là pour apporter l'apocalypse sur la Terre. Et ce fut le plus fabuleux combat de toute ma vie. Et d'ailleurs, j'ai sauvé la tienne encore, Malicia. Oui, encore merci, Garrick. Là, j'ai bien cru qu'on allait tous mourir. Ouais, je sais pas comment t'as fait, Abby, mais heureusement que t'as réussi à révéler le portail que cachait l'arbre. Ce qui nous a permis de quitter ce lieu terrifiant et de poursuivre notre aventure dans ce nouvel épisode. No one else could ever hold a candle. Get ready for a battle, 'cause you know that I was born for this. I was born for this. Never met a match I couldn't handle. No one else could ever hold a candle. Get ready for a battle, 'cause you know I was born. I tell you I was born for this. Ain't nothing gonna stop me now. I was born for this. Le réveil est difficile. Étrangement, vous avez une sensation de forte sérénité. Vos blessures ne vous font plus souffrir. Elles se sont refermées. Vous êtes vivant et en bonne santé. Un vent tiède frôle votre peau. Un air chargé d'une odeur boisée. La lumière matinale vous force à écarquiller plusieurs fois vos paupières. Soudain, tout vous revient. La cérémonie de l'incandescence à Paris, la mission du duc de Champagne, le trajet jusqu'à Aldébaran et votre terrifiante rencontre au sein de l'ancienne capitale maudite du premier empire lunaire. Cette sérénité n'a duré qu'une fraction de seconde. Derrière vous, l'immense Vaïré, l'arbre ancestral d'Agone, la capitale du Zénith, juché près du marais, formé par le proche lac de Lausanne. C'est un immense lac naturel de plus de 1000 km². Ce réservoir d'eau naturelle s'étend jusqu'à l'intérieur de la capitale du fragment du Zénith face à vous, Agone. Vous reconnaissez la grande enceinte blanche, de la plus grande ville du fragment central du second empire lunaire. Le ciel est lumineux malgré l'aube. Une belle journée se profile à l'horizon. De gigantesques drapeaux aux couleurs de l'Empire retombent sur certaines parties de la façade immaculée de la muraille. Renforçant la puissance se dégageant de cette grande construction naine où sur le côté gauche,
vous pouvez apercevoir des habitations sommaires faites de toiles chamarrées établies sur les contreforts. La monumentale porte est réellement gigantesque. Légèrement entrouverte via un système de rouages complexe sur les deux côtés de l'entrée, cette colossale ouverture fonctionne telle une lourde herse coulissant du bas vers le haut de la muraille, elle-même haute d'une trentaine de mètres. Sur la façade face à vous, vous discernez malgré la distance les fresques représentant l'histoire d'Agone. La première des capitales fondées après la funeste fin du dernier empereur rouge à Aldébaran. À différents points de la grande enceinte, des citadelles de guet ont été mis en place pour surveiller l'espace encerclant la majestueuse ville. Vous savez par les multiples histoires sur la cité qu'Agone est bien plus vaste que la capitale du fragment du crépuscule. Comptant environ 1 million d'habitants, elle est aussi bien plus ancienne. Constituée de canaux dans la plupart de ses quartiers en raison de bras serpentant depuis le lac de Lausanne, on peut circuler à l'intérieur de la ville, notamment par quelques barques assez onéreuses. Il fait plutôt bon. Le vent s'engouffre le long de la grande enceinte blanche à une 50aine de mètres de vous. Ce qui vous intrigue, c'est la longue queue de voyageurs et marchands s'annoncelant le long du sentier en pierre, où, de chaque côté, des bornes délimitent à intervalles réguliers celle-ci. Beaucoup de personnes cherchent à passer par-delà la muraille pour bénéficier des louanges de la capitale, du fragment, du zénith. Moi, je me réveille en panique et je saute sur Zarus. Je me cramponne à toi. Je suis... Du coup, moi, j'émerge, secoué. Et du coup, tu dis qu'il fait 17-18 degrés. Oui. Ça change vachement de quand on est parti. Totalement. Et du coup, on est à quelle période de l'année, du coup? Enfin, on se retrouve, en regardant un peu, on peut... L'arbre, par exemple. Alors, l'arbre a l'air de pousser. Donc, vous avez encore quelques branches. Vous avez donc des feuilles assez vertes qui poussent à différents endroits. Vous voyez que vous êtes sur une sorte de plaine où vous avez donc une immense végétation assez de plantes grasses qui est un peu légèrement fouettée par le vent. Et vous sentez que vous êtes plus du tout en hiver. Maintenant, ça serait difficile. Printemps, peut-être été, début de l'été, mais vous sentez qu'il y a eu un changement. Vous pourriez pas dire lequel, mais vous sentez que vous êtes plus du tout sur la même période que celle que vous aviez au moment où vous étiez parti vers Aldébaran. Moi, en fait, je me rends compte que en me rappelant de tout ce qui s'était passé, que du coup, mon croque-mythe est toujours resté sur place et que là, on est visiblement à une autre période et voilà, je sombre un peu dans une mélancolie. Voilà, je pense à lui, ça me fait de la peine. Et en même temps, j'enlève aussi les couches de vêtements parce que j'ai un peu chaud aussi, des vêtements d'hiver et voilà. Je reste un petit peu silencieuse. Ok. Garrick, que fais-tu? Moi, je vais, tout en vérifiant mon équipement, que j'ai bien tout sur moi, je regarde un peu aux alentours, tout ce qui se passe. Je me sens un peu perdu aussi. Ouais. Fais-moi un test de perception avec sagesse. Donc, 9 plus 1, 10. Ok. Tu regardes un petit peu cette foule qui a l'air assez importante. Puis d'ailleurs, la cité, hein, vous voyez qu'elle est vraiment immense. Il y a plus de 500 000 personnes hein, qui vivent au sein d'Agone. Tu vois parmi cette foule que beaucoup portent des écharpes qui couvrent un petit peu leur visage. Tu vois que certains se regardent un petit peu de manière assez inquiète. Quand certaines personnes toussent légèrement, tu vois qu'ils se regardent et puis ils reculent un petit peu. Tu sens qu'il y a une atmosphère un petit peu tendue au sein de ce groupe qui essaye de rentrer à l'intérieur de la cité. Donc je fais part de ce que je vois à mes camarades et je leur dis c'est quand même bizarre qu'ils se couvrent tous aussi... On a l'impression qu'ils se couvrent chaudement alors qu'il fait bon. Pourquoi ils se mettent autant d'écharpes autour du cou, autour de la bouche? Vous trouvez pas ça curieux? En ayant vécu pas mal, en ayant vécu des batailles, des combats, des guerres, on sait reconnaître quand il y a une épidémie de quelque chose. Enfin, on sait pas ce que c'est l'épidémie, mais on peut comprendre facilement qu'il y a une épidémie, quoi. Ou est-ce que en ayant affronté la charogne, on se demande si c'est pas lié à ça? Bah, je vous laisse votre interprétation.
ce genre oui, ça, à première vue, je dis, mais ça ressemble à une épidémie, ça. Oui, les gens se protègent et se regardent de travers, du coup. Ouais, ils ont l'air de se suspecter les uns les autres. Mm. On va se méfier. Mais la créature qu'on avait affrontée avait dit qu'elle allait déclencher l'apocalypse. Qu'est-ce qu'on a fait? Je sais pas, mais en tout cas, il faut qu'on aille se renseigner pour savoir à quelle saison, époque on est arrivé. Et du coup, en me redressant, je me retourne. T'es toujours accroché. Je me retourne vers l'arbre, le grand, donc l'arbre, et puis du coup, j'essaye de regarder un peu autour. Ça ressemble vraiment à là où on a combattu l'espèce de créature de charogne. Oui. Ouais, puis c'est vraiment un arbre immense, d'une hauteur vertigineuse de 300 mètres de haut et d'un diamètre de 45 mètres de diamètre. Le vairé signifiant tisseuse en elfique est l'arbre le plus vieux et le plus grand de l'Empire lunaire. D'après les nombreux textes rapportant son origine, il est dit que l'arbre ancestral d'Agon fut transmis aux hommes par les druides, un cercle dirigé par Salrai, une puissante archidruidesse. Obtenu via un portail vers un autre plan, l'arbre fut prélevé de la main même de Salrai et offert pour la paix lors de la fondation du premier empire lunaire. Je me rappelle à peu près où j'ai mis le coup d'épée, du coup je me rapproche voir ce qu'il y a en lieu et place de cette zone-là. Eh bien, tu vois une marque. Et il y a le symbole en fait qu'on a vu Non, avant. il y a plus de D'accord, symbole. ok. Et je vais me découvrir, parce que du coup j'ai chaud. C'est faire la même, ouais. Je vais garder un châle ou quelque chose, et puis je vais faire comme la foule en fait, je vais le mettre devant mon visage pour ça fait partie des premières barrières en cas de maladie. Éviter d'attirer l'attention sur nous. Oui, mettre une capuche. Avec nos cornes, ça va pas être super facile. Capuche quand même. Bon voyant que vous faites, je fais la même chose. Et on va où? On se dirige vers l'entrée et on pose quelques questions aux personnes qui voudront bien nous répondre. Vous avancez donc en direction de la gigantesque porte d'entrée de la grande enceinte blanche. Une fois franchi le sentier légèrement en pente menant vers la grande porte, vous devez rapidement stopper votre cheminement en raison de la multitude de voyageurs attendant patiemment leur tour pour pénétrer le vestige de la construction naine. Ce qui vous frappe en premier lieu, ce sont les nombreuses quintes de tout, par endroits, où les personnes mises de côté par les âmes forgées tenant la place. La queue de voyageurs et marchands est longue d'une vingtaine de mètres et large d'une quinzaine de personnes. Plus d'une centaine de personnes attendent facilement dans ce périmètre. Plus d'une vingtaine d'âmes forgées sont présentes et scrutent chaque individu. Ces âmes forgées semblent bien plus anciennes que celles du fragment du crépuscule, plus primitives, dans cette armure obsidienne dont les contours sont plus abrupts. L'orichalque, les composants, a terni depuis l'époque de leur création par Prométhée, et elles sont à présent sombres comme la nuit. Les nombreuses plaques formant la carapace externe de ces créatures artificielles ne permettent pas de discerner l'âme qui leur permette de se mouvoir et de ressentir. Pourtant, vous avez l'impression, en observant attentivement la profondeur des aumes de verre et de métal de ces âmes forgées, que quelque chose vit en eux. Au sein de votre groupe de voyageurs, nombreux sont les marchands venant avec des chariots remplis de vivres ou de tonneaux. Pas mal de mercenaires, d'aventuriers croisent votre regard. Certains attendent, plus ou moins patiemment, affûtant leurs armes, d'autres s'amusent en faisant virevolter une dalle. Un groupe de nains vous dévisage puis discute entre eux. En observant une nouvelle fois la monumentale porte une énième fois, vous en avez largement le temps, vous distinguez sur les côtés de celle-ci les nombreux et imposants rouages permettant de lever le colossal passage vers Agon, ainsi que la fresque sur laquelle est représentée Séléné. De ce que vous savez, la cité abrite le plus ancien temple de Séléné, situé dans l'un des passages internes de la grande enceinte. On dit que les reliques de la Titanide s'y trouvent, datant de son ascension en tant que déesse rouge. Le milieu de matinée est plutôt calme. La déesse rouge est d'ailleurs encore visible dans le ciel, cette immense lune rouge pâle en raison du soleil pointant de plus en plus haut dans le ciel. Une quinte de tout à votre gauche vous rappelle votre situation. Votre attente près de la puissante porte
d'entrée de la capitale du fragment du Zénith. Bon, on se met dans la file et on attend notre tour d'être filtré. Bah, pendant l'attente, je leur explique que du coup, il y a effectivement quelqu'un que je connais qui pourrait peut-être nous aider directement sur place. C'est qui? Et une ancienne amie qui... une ancienne amie qui... avec qui j'ai combattu... avec qui j'ai fait mes classes et j'ai combattu il y a quelques temps. D'accord, elle est d'originaire d'Agone du coup. Elle est à Agone. Ok, d'accord. Aux dernières nouvelles, il y a 4 ans, elle était à Agone. Ça peut avoir changé entre-temps. Mais... Ok, et tu saurais facilement la retrouver ou peut-être- Normalement, elle va se situer au niveau des baraquements des soldats, si elle est toujours dans l'armée. D'accord, ok. Bon, bah c'est déjà une bonne chose. Aux dernières nouvelles, elle avait quel grade, quel poste? A été commandant. Commandant. Bon, parfait. Ça va sûrement nous aider. Ouais, je pense qu'on va pouvoir lui demander 2-3 petites choses. Donc le temps d'attente est excessivement long. Vous avez chacun chaque plus ou moins mercenaire ou aventurier qui se regarde petit à petit. Votre groupe est aussi observé, ne serait-ce qu'avec les 2 tieflins que vous avez dans le groupe. Donc, vous avez parfois des personnes qui regardent un petit peu de haut en bas, puis qui nettoient leur dague très légèrement. Certains qui regardent des cartes et puis qui essayent de situer donc, des zones particulières. D'ailleurs, vous pouvez voir que souvent, quand vous voyez des cartes, et puis de la région, puis des personnes qui essayent de cibler des coins, c'est toujours à peu près dans la même zone. Et puis ils sont là en train de se gratter un peu la tête, puis essayer de penser vraiment, essayer de voir précisément, pas très loin d'Agone, cette zone précisément, puis essayer vraiment de repérer le plus précisément possible un point en particulier. On arrive à voir un peu sur Ouais. sur l'épaule, Oui. regarder ce qu'il Ouais. essaye d'observer. On voit quelque chose? Fais-moi un test de sagesse. 19 plus 1, 20. Ouh. Tu vois qu'il y a parfois sur certaines cartes, il y a un petit symbole qui est représenté, qui a l'air d'être la représentation d'une forteresse, Au sud, au nord d'Agone, enfin, à l'ouest. à l'ouest. Les 4 points cardinaux. On sait quelle ville ça peut être, quelle forteresse? On en parle? Et il n'y a pas de nom, et c'est vraiment sur quelques cartes, et c'est notamment les genre- cartes les plus anciennes. Ah oui, c'est plus ancien. C'est pas genre redessiné à la main? Non. D'accord, ok. Mais du coup, on trouve ça un peu étrange que les gens soient tous là avec leurs cartes, chercher un peu la même chose. Et d'ailleurs, ce point vous dit strictement rien, quoi. C'est vraiment... Tu dis que c'était un symbole ancien? Oui. D'accord. C'est pas quelque chose qui a pu être fait depuis notre départ. Ça a l'air des cartes qui ont l'air vraiment très anciennes. Pour les plus... Celles qui... après, c'est difficile de quantifier, mais elles ont peut-être plus de 20 ou 30 ans, quoi. C'est vraiment des cartes parfois légèrement élimées. Vous avez certaines qui sont faites sur du papyrus et vous voyez ou du parchemin, et vous voyez que c'est complètement désagrégé dans les coins, qu'elles ont été salies. Alors soit on n'y a pas fait du tout attention et puis on n'a pas du tout respecté le matériel de base, donc le parchemin, soit elles sont très anciennes et on les a utilisées très fréquemment et puis donc elles sont à ces aventuriers, peut-être récemment ou anciennement, et c'est maintenant qu'ils les Et utilisent. ces gens-là, ils discutent entre eux? Ouais, ils discutent entre eux. On peut entendre certaines de leurs conversations dans l'oreille? Oui. Donc vous écoutez et vous pouvez entendre qu'ils parlent d'un donjon. Parfois, on parle aussi d'argent à se faire et aussi de pièges très importants. Et donc, ils parlent souvent du quartier du savoir, notamment de la bibliothèque impériale pour avoir un peu plus de renseignements. Bon, de toute façon, il faut qu'on attende pour pouvoir rentrer, dans tous les cas. Et vous mettez bien 2 bonnes heures. Et en fait, au moment où vous arrivez devant les âmes forgées, les multiples cloches de la cité sonnent à l'unisson. Le soleil est à son zénith. Les cloches informent sa population de l'heure actuelle. Les âmes forgées, mesurant une tête de plus que vous, d'un métal bleu à l'origine, l'orichalque, est devenu sombre. Ces créatures artificielles furent forgées dans la cité naine de Nul Moldir. Comme vous le savez, il y a de cela un peu plus de 2000 ans, par le titan Prométhée. À l'époque, Prométhée s'était mis au service de Séléné, pour vaincre la titanique Gaïa, avant de se retourner contre la fondatrice de l'Empire lunaire. Les âmes forgées vous arrêtent dans votre progression. Ils semblent vous dévisager longuement avant de vous libérer le passage.
Ce qui vous marque une fois passé la colossale porte d'entrée, c'est le bruit assourdissant de la cité. Un capharnaüm dantesque. Malgré certaines personnes au visage couvert d'un voile, la cité vit littéralement d'une grande effervescence. Une vie sans égale, même à Paris. La cité est construite sur plusieurs niveaux, des escaliers permettant de descendre ou de monter vers un étage inférieur ou supérieur régulièrement. Vue en hauteur, la cité est impressionnante par sa taille. Et ses 3 enceintes intérieures, 3 murailles composant physiquement 3 quartiers névralgiques pour Agone. Le pôle politique, le pôle religieux et enfin celui du savoir avec la grande bibliothèque impériale. Des ponts, des passerelles, des habitations en pierre blanche resplendissante, certaines constructions en bois, vous voyez de tout, des rues assez étroites ainsi que des voies larges régulières. C'est un enchevêtrement de vie qui se dessine devant vous. Ce qui attire votre œil en hauteur, c'est la vue d'une tour, la plus haute de la cité, celle du palais impérial. Un palais constitué d'un alliage ressemblant à l'or, mais ne diffusant pas autant la lumière que celui-ci. Au-dessus de cette tour, vous apercevez la statue colossale d'un homme, bombant le torse en cherchant à s'élever bien plus haut que tous les autres. Des sortes d'ailes dorées sortent de son dos et forment une protection en losange derrière lui, pointant elle aussi vers le ciel. C'est réellement cosmopolite. Beaucoup de peuples anciens cheminent chacun à leur occupation, sans se soucier les uns des autres. Vous entreapercevez même un phébis, cette espèce d'humanoïde chat se déplaçant dans une ruelle sans prêter la moindre attention à votre vie. Le vomissement d'un céleste au-dessus de vous, se dirigeant en amorçant sa descente vers l'une des parties de la grande enceinte, vous sort de votre émerveillement. Est-ce qu'il y a des soldats qui circulent? Oui, d'ailleurs, vous voyez que c'est des soldats impériaux, donc ils ont une armure qui est légèrement rougeâtre. Vous voyez certains d'ailleurs, quelques paladins avec leur armure caractéristique. Une sorte de chitine métallique dont le haume les fait ressembler à d'étranges insectes militaires. Toujours avec leur haume en public, on ne voit jamais leur visage. Recrutés parmi les plus fidèles de l'Empire, ils forment une unité compacte de 300 soldats répartis entre les 3 fragments de l'Empire, soit 100 pour protéger chaque écho de Charlemagne. La complexité de leur armure a depuis longtemps été perdue, malgré le fait que certains alchimistes cessaient parfois à reproduire l'alliage et les mécanismes composant ces armures multiséculaires. À la mort d'un paladin impérial, un autre prend la relève et récupère l'armure de celui qui le précédait. Vous les voyez par groupe de 5 ou de 10. Ils observent avec méfiance les habitants. D'ailleurs, vous constatez sur certaines portes d'habitation, peint à la main, un cercle rouge. Est-ce qu'on peut faire le lien avec la lune rouge, par exemple ou... Peut-être. En tout cas, le symbole de la lune rouge est un cercle. D'ailleurs, vous voyez quelques drapeaux flottés, beaucoup plus qu'en fait finalement à Paris. Vous avez vraiment l'impression d'une propagande impériale qui est très présente quand même au sein d'Agone. Et vous voyez aussi en contrebas, donc c'est sur plusieurs niveaux, vous avez l'impression que vous êtes pas totalement au rez-de-chaussée parce que vous voyez, donc vous avez des escaliers parfois qui descendent de chaque côté de votre rue principale et vous pouvez voir en contrebas que vous avez aussi des canaux qui permettent de circuler donc d'un point à un autre sur un niveau inférieur à Agone. Donc vous avez vraiment l'impression d'avoir des différents niveaux et presque une sorte de plateforme sur laquelle vous avez donc différents niveaux qui permettent d'accéder à différentes ressources différentes de la ville. Je regarde Zarus et je lui dis, oh là là, c'est un vrai dédale ici. J'ai vraiment du mal à m'orienter. Tu penses que tu arriveras facilement à retrouver une personne à qui s'adresser ou... On va demander. Puis du coup, j'arrête un garde, un soldat, et je lui demande où on peut trouver les baraquements de l'armée impériale. On en a 6. Je cherche le commandant Constance. Commandant Constance. Je ne vois pas qui c'est, mais si vous cherchez un responsable, quelqu'un qui dirige, il faudrait mieux se retrouver sur la caserne qui se trouve près du palais. Ok, très bien, merci. Mais c'est où le palais? Il se trouve dans le quartier du palais, vous répond-il. Il vous montre une grande tour élancée. Ce n'est pas de l'or, même si l'alliage ressemble à celui-ci. Le soleil, bien qu'à son zénith, ne diffuse pas ses puissants rayons autour de la tour, qui semblent les absorber. Toujours visible au-dessus de la cité, pointant vers le ciel, cette statue, dorée, représentant un homme cherchant à s'affranchir du sol, avec ses grandes ailes en forme de losange. De ce qu'on avait pu vous dire étant enfant,
Il s'agit de la représentation de l'ancien usurpateur elfe ayant eu la vanité de s'arroger le titre d'empereur rouge à la place de la légitime dynastie humaine. Pour témoigner de cette époque, 16 statues furent érigées en souvenir de cette folie qui mit fin à la vie de ce haut elfe et de toute sa descendance. Reprenant le fil de votre pensée, vous entendez de nouveau le garde vous interpeller. C'est dans cette direction. 15-20 minutes pour y accéder. Le palais, il dépasse vraiment bien. Oui, il est bien visible. D'accord. Donc on va essayer de se diriger tout en trouvant des rues où on voit bien le palais en fait dans l'axe pour bien se diriger. Enfin, Ça, forcément en contrebas du palais, j'imagine. Oh, puis il risque d'y avoir une grande place à l'entrée. Quand même. Ça prend effectivement 20 minutes comme vous l'avez indiqué le garde. Durant le chemin, vous descendez vers la partie inférieure de la cité. Des tas d'habitations vous font face, ainsi qu'un long canal où circulent des barques en bois, distribuant ça et là des marchandises. Une odeur de poisson frais touche vos narines, ouvrant votre appétit. C'est vivant. Vous découvrez différentes auberges et tavernes aux noms étranges, le foyer du nain de travers, au goinfre insatiable ou encore aux 4 bêtes. Un grand nombre de personnes discutent, échangeant et circulant autour de vous. Un petit pont de bois, finement ouvragé, permet de passer d'une berge à l'autre. Face à vous, les habitations de pierre sont montées sur 2, voire 3 étages, et quelques tavernes sont protégées des rayons du soleil par des toiles formant un appentis bienfaiteur. En progressant, vous discernez un port intérieur, où des pontons de bois aménagent le déchargement de multiples marchandises. La cité semble animée d'une vie bouillonnante. On dirait que la cité d'Agone n'a nul besoin d'une cérémonie comme à Paris, ou d'un événement très important pour vivre intensément. De nombreuses personnes demandent si des places sont libres dans certaines auberges. Un refus, et de nouveau cette question quelques mètres plus loin. Alors moi, ce qui me surprend, je les connais quand même un peu en maladie, c'est que ce soit bondé, et les gens, ils sont toujours... Il y en a beaucoup qui portent rien, et vous en avez d'autres qui essayent de faire attention. C'est bizarre quand même, les gens qui sont tous à coller alors que avant ils avaient peur d'être à côté. Et parmi les gens malades, je suppose qu'il doit y avoir différents stades. Les gens qui ont l'air le plus mal en point, ils sont vraiment que là tout. De ce que vous pouvez voir dans les rues, et pourtant là vous circulez, ça fait déjà 10 bonnes minutes, vous êtes à la moitié de votre trajet, vous voyez aucun malade. Et pourtant vous avez certaines personnes qui ont l'air très inquiètes, qui surveillent un petit peu à droite et à gauche, qui pourraient tousser ou autre, mais vous voyez aucun malade potentiel. Bon, quand on attendait aux portes de la cité, on voyait des gens qui étaient refoulés. Non. Alors, est-ce que les malades avaient l'air d'être dirigés quelque part? Non, de ce que vous avez pu voir, vous avez certaines âmes forgées qui prenaient parfois des petits groupes de personnes et qui les emmenaient ensuite à l'intérieur de la cité. Maintenant, où précisément? De toute façon, il faut qu'on avance, on en saura peut-être plus au palais. Il n'y a pas des étals dans la rue, des marchands en dehors des auberges? Ouais, vous avez Des pas gens à mal qui on de- pourrait poser des questions sans que ce soit des soldats ou des responsables? Ouais, vous avez pas mal d'échoppes, vous pouvez trouver. Je serais intéressé d'aller en parler avec un marchand, quelque chose dehors, enfin quelqu'un dehors qui vend quelque chose en fait pour... Déjà pour me sustenter, parce que je pense qu'on doit avoir faim, ou un vendeur de potions. Et en même temps, tu me dis si j'en vois, si je peux aller... Alors, vous cherchez une boutique de potions ou autre? Non, pas spécialement, moi, quelque chose pour plutôt un juste pour truc me sustenter, quoi. De nourriture de rue. Vous trouvez une taverne. Son enseigne formant une coupe dorée vous indique son nom, la coupe étincelante. L'endroit est très ombragé en raison des multiples teintures orangées, formant une toiture au-dessus du lieu établi, dans un coin d'une rue près d'un canal. La taverne elle-même est composée de quelques tables en bois, ainsi qu'une sorte de comptoir ou cuisine, un artisan en tablier. Celui-ci a relevé l'un des pans de panneaux en bois permettant de refermer entièrement le comptoir lors de la fermeture. En tout, 6 à 7 personnes déjeunent actuellement dans ce lieu. Un vieil elfe aux cheveux argentés et rehaussé de nombreux bijoux vient à votre rencontre. L'homme se présente vers vous. « Bien le bonjour, noble aventurier. Je suis Dovahkiin, l'enfant des dragons dans notre sublime langue. Mais vous pouvez m'appeler Dova. » Son langage et ses manières sont doux. Les quelques dreadlocks de sa chevelure subliment son style très travaillé. Une rune est dessinée sur son front. Sa barbichette, attachée par un large anneau d'or, souligne les contours bleus de ses yeux profonds. Il termine sa phrase. « Voulez-vous manger chez moi ?»
Vous remarquez à présent, par sa tunique ample et légère, d'un rouge pâle tirant vers le rose, que ce tavernier est venu dans votre direction. Il y a du monde dans son échoppe? Pas beaucoup. Je sais pas si c'est très bon signe. Parce que c'est un elfe aussi. Bonjour, oui, tout à fait. J'aimerais votre meilleure bière, si possible. Très bien, très bien. Installez-vous. Vous allez m'en dire des nouvelles. J'ai même procédé à la création de ces sublimes plats. J'ai décidé de créer un repas certes agréable au goût, mais surtout visuellement magnifique. Tout en vous disant cela, ses mouvements de bras font teinter légèrement ses 4 bracelets d'or à son poignet droit. On n'a jamais été dans des endroits où on nous parlait comme ça avant. Non, On n'a jamais mangé chez des elfes? non. Ouais. Moi, du coup, je suis pas Sauf, surprise. oui, il en fait beaucoup, Ouais. mais bon, les elfes sont un peu comme ça. Oui, moi aussi, ça me dérange pas. J'apprécie même qu'ils soient aux petits soins. D'accord. Le tavernier revient, il arrive avec sa petite tablette. Donc vous voyez une petite tablette en bois sur laquelle vous avez un parchemin avec énoncé tous les éléments qui sont proposés par la taverne, donc boissons, repas, et vous le voyez. J'ai de tout. Je prépare moi-même les plats, je brasse moi-même ma bière, j'en ai plusieurs, donc n'hésitez pas à me demander. Bah, ramenez-moi la plus forte, s'il vous plaît. Très bien, j'ai une très bonne bière, assez forte, que les nains apprécient généralement. C'est bien. Et les tieflins voudraient peut-être quelque chose de suave, de quelque chose d'agréable. Bah, moi, je vous fais confiance. Hein. Très bien, très bien. Vous voulez quelque chose en particulier pour boire? Pas d'alcool pour D'accord, c'est noté. Et une bière pour moi. Oh, donnez-moi quelque chose de léger et de frais, surtout, pour me rafraîchir. Léger, frais. Je reviens. Et tu vois qu'il se déplace, et il repart à l'intérieur de sa taverne. Et il vous laisse donc bien tous les 4. Sachant que vous avez 5-6 personnes en plus réparties dans l'ensemble de la terrasse où vous vous situez. Vous voyez toujours passer dans la rue les différentes personnes qui parfois accèdent à un niveau inférieur et d'autres qui passent sur la partie supérieure. Et vous voyez un deuxième céleste passer, donc toujours dans la même direction. Direction finalement du deuxième cercle que vous pouvez voir, la deuxième enceinte intérieure qui est une zone qui a l'air d'être fréquentée par les Célestes, et donc par la guilde Céleste des Marchands. Oui, moi, je m'assois à la table. Oui, j'entends les plats. J'aimerais bien voir les clients, un peu la tête des clients. J'imagine qu'il n'y en a aucun qui est malade. Non, vous pouvez voir que ce sont des humains en majorité. Sur la seule grande table de l'établissement se trouvent des halflings, gesticulant pour déterminer qui allait payer. Tous les membres de la taverne n'ont pas l'air d'ici. L'elfe revient avec des bols, uniquement des légumes mais présentés de manière stylisée. Visuellement, c'est un florilège de couleurs, malgré le peu de légumes présents dans l'assiette. Ensuite vient vos chops, Zarus et Garrick. Un verre de vin pour Malicia, un vin rouge assez clair. Et pour toi, tu as qui te ramène donc un pichet d'eau. Et dit, tenez, eau fraîche. Et tu vois qu'il repart. Tu te souviens de ce qui s'est passé la dernière fois que t'as bu? Bah non. Bah voilà. On avait bien rigolé. Ah, sauf qu'il avait fallu tout récupérer derrière quand même. Bah, avant qu'il reparte, je fais quand même un signe pour qu'il reste. Oui, très bien. Donc, tu vois qu'il s'installe, prend un tabouret, et vient avec vous. Dites-moi, j'ai quelques petites questions. Nous sommes ici, nous apprécions vraiment le calme de votre taverne. Mais on a remarqué que c'était assez animé dans la ville. Il se passe quelque chose? Ah, vous n'êtes pas au courant? Non? Il se passe beaucoup de choses en ce moment à Gaune. Notamment l'une des dernières choses qui a été découverte récemment à l'ouest d'ici, c'est un donjon. D'après les rumeurs alentour, il s'agirait d'une ancienne place, forte construite sous la direction du premier empereur rouge, Hemfall Ier. Nul ne sait pourquoi cette forteresse fut ainsi. En revanche, elle recèlerait nombre de trésors. Moult aventuriers ont décidé de se rejoindre vers la capitale pour vérifier ceci. Certains magiciens sont allés jusqu'à compulser des ouvrages de la bibliothèque impériale d'Agone et seraient persuadés qu'il s'agirait en réalité du tombeau du premier empereur rouge, celui-là même qui érigea Aldébaran. Le premier empire lunaire offre pas mal de mystères et parmi ceux-ci, il y a des lieux qui ne sont pas encore aux yeux de tous. Cette forteresse fut découverte il y a de cela 3 semaines. Depuis, elle attire un grand nombre d'aventuriers en quête de richesse. Ça a l'air d'attirer beaucoup de personnes malades aussi. Je vois que beaucoup de personnes toussent.
Oui, Qu'est-ce qui se passe? la cité essaye de faire attention au cas de ces personnes. La maladie n'a pas encore été nommée, c'est une maladie assez étrange qui touche pas mal de monde et très rapidement. 1 personne sur 10 dans la cité est atteinte de ce mal. Faites très attention car lorsque les premiers symptômes apparaissent, il est déjà trop tard. Les prêtres du Cercle Écarlate cherchent un moyen d'enrayer ce fléau. Les origines sont diverses, charognards pour les uns, prométhéens pour les autres. De mauvaises langues, au sein même du Cercle Écarlate, affirment qu'il s'agit d'un fléau de Séléné, pour ne plus prendre en compte ses augures, que la foi sous le Second Empire fut dénaturée par Charlemagne et ses échos. Le seul moyen serait de retourner à la vraie foi, celle où le Cercle Écarlate et l'Empire ne faisaient qu'un. D'ailleurs, la toux n'est pas la pire des étapes. Une fois que le mal vous touche, vous sombrez peu à peu, votre corps devenant de plus en plus froid, jusqu'à n'être plus qu'une coquille glacée pour ensuite vous éteindre. Mais ensuite, et c'est le pire, vous émergez. Enfin, votre âme disparaît, et c'est autre chose qui apparaît, une créature violente et assoiffée de vie. Les yeux sont bleus, diffusant une malignité morbide et très étrange. D'accord, et depuis quand cette maladie est arrivée? Alors, depuis peut-être 5-6 mois. Ok. Et elle ne fait que se développer. Excusez-moi, apparemment j'ai trop bu hier soir. On est en quel mois? Eh bien, nous sommes un mois après le début de l'an 1000, mois de mai. Donc vous comprenez que ça fait grosso modo 6 mois que vous avez eu cette tranche entre Aldébaran et votre arrivée face au Vaïré d'Agonie. Excusez-la, elle est juste un petit peu déboussolée. Oui. Il n'y a pas de... Beaucoup sont perturbés par l'an 1000, notamment avec tout ce qui s'est passé avec la guilde des Célestes Marchands et le fragment du crépuscule. Vous pouvez rafraîchir notre mémoire, s'il vous plaît? Très bien. Vous êtes d'ici ou... Alors non, nous arrivons d'un long voyage et nous sommes un petit peu fatigués, c'est pour ça que... Vous venez pour le donjon? Ah bah non, vous n'étiez pas au courant. Non, Mais ça vous intéresse peut-être? On va dire que ce n'est pas notre priorité. D'accord. Par où commencer? Le fragment du crépuscule, par exemple. Je ne sais pas si vous savez que la grande prêtresse du Cercle Écarlate, donc vous savez que c'est la religion officielle de Séléné, la grande prêtresse a pris la place de régente du fragment du crépuscule. À présent, ce n'est donc plus les seuls échos qui contrôlent l'Empire lunaire. Le fragment du crépuscule est sous l'autorité du Cercle Écarlate, par l'intermédiaire de Danywen, la grande prêtresse et actuellement régente impériale. La partie la plus étrange de l'affaire est l'absence de réaction officielle des échos du Zénith et de l'Aurore, pour le moment. D'ailleurs, nulle trace de l'écho du crépuscule devant arriver depuis la forteresse impériale située dans les Pyrénées. D'après certains voyageurs, la forteresse impériale serait tombée aux mains du successeur de Manmor, le roi Orc. La reine de la Horde a pris sa succession, Azur Althmok. C'est une grande guerrière ayant réussi l'exploit de fédérer des groupes barbares, orques, cherchant à obtenir les vestiges de la puissance de Manmor. Elle a réprimé dans le sang la plupart des rébellions. À présent, elle n'a qu'un but, propager la furie de la Horde depuis le nord de l'Espagne, conquis vers la frontière sud de l'Empire. Elle tiendrait la légendaire hallebarde de Kryrn, le plus grand des guerriers orques. D'après certains membres de la guilde, des groupes de la Horde chevauchant des wyvernes attaquent des Célestes et les troupes de l'Empire. De petits groupes de marchands ont même parlé du bras droit d'Azur, Rald Doombones, chevauchant un Léviathan. Rumeur ou vérité, en tout cas, ce qui est sûr à présent est le fait que Charlemagne n'a pas envoyé de nouvel écho pour le fragment du crépuscule. Ça, c'est une certitude. Danywen a revêtu la couronne impériale, celle des premiers empereurs rouges, et porte à présent la bague impériale du Second Empire, celle forgée par Charlemagne en 800. La relique du pouvoir accordé à l'écho du crépuscule et non aux autres. Si rien, comme je vous l'ai dit, n'est prononcé officieusement d'après les bruits de couloir, les tensions sont fortes entre le fragment du Zénith et celui du crépuscule. La première action de la régente fut de mettre au banc la guilde, qui ne peut plus commercer au sein de l'Empire, ou tout du moins au sein du fragment du crépuscule. Conséquence directe, les prix ont augmenté, la guilde des Célestes Marchands cherchant à faire pression sur les autres fragments pour retrouver leur légitimité au sein de l'Empire, de tout l'Empire, en ralentissant les apports en marchandises diverses.
Nous vivons donc une période trouble. L'an 1000 démarre assez mal. Et la maladie qui se trouve ici, est-ce que vous savez si elle est aussi dans d'autres contrées? D'après ce que j'ai pu entendre de certains aventuriers, oui, elle se propage. Certains pensent que c'est les charognards, depuis la destruction d'Aldébaran. La destruction d'Aldébaran? Oui. Il y a à peu près 6 mois, Aldébaran a disparu. Il y a eu un grand cataclysme. Un volcan est entré en éruption, d'après ce que les rumeurs ont été apportées, et Aldébaran a complètement disparu de la carte. Je bois un verre. Un peu vite, même s'il n'y a pas d'alcool dedans. Ok, bon. Et c'est la seule zone qui a été détruite. Oui. Vous connaissiez des aventuriers qui s'étaient aventurés à Aldébaran? Non, non, c'est que je connais des gens vers Toulouse et ça fait très longtemps que je ne les ai pas vus. Vers Toulouse. Vers la forêt labyrinthe de Toulouse. Un peu alentour, oui. Ah, d'accord. Pas directement à l'intérieur. Non, non, évidemment, non, non. D'accord. Parce que je n'ai pas cher de leur peau. On va dire que une semaine après, à l'intérieur de Toulouse, et c'en est terminé de ces pauvres âmes. Bon. J'ai l'impression de avoir fait une erreur. Vous... Nous étions partis loin et nous revenons un peu dans des circonstances où je bois mon verre. Et est-ce que vous savez si on pourrait rentrer en contact avec le duc de Champagne? Apparemment, on a entendu qu'il serait dans le coin. C'est toujours d'actualité? Oui, c'est vrai que le duc de Champagne est toujours ici. D'accord. Ce qu'il essaye de faire, de ce qui est dit, c'est qu'il essaye de rester en relation avec l'écho pour que ce qui est arrivé avec le fragment du crépuscule n'arrive pas avec le fragment du zénith sur la scission, la séparation entre la guilde et une partie de l'Empire. Et s'il est présent ici, il se cache ou il est... Non, non, il est dans le quartier, enfin le bazar de la guilde. D'accord. Bien, je Oui. laisse donc il se relève. Allez-y, allez-y, vous avez du travail. Très bien, merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Merci. Vous avez servi des choses à manger? Oui. Des bols avec des légumes. Moitié. Une sorte de Je potage. pousse la bière discrètement vers Abid. Parce qu'elle en a besoin. Ouais. Je ne sais pas si il sous-entendait que c'est un endroit tellement dangereux de base que peu importe qui s'y aventure, ça puisse être dangereux, ou s'il y a vraiment eu quelque chose en plus là-bas. En tout cas, dans les faits, la maladie est forcément liée à ce qui s'est passé là-bas. Ce que nous avons provoqué ou... C'est-à-dire que c'est un peu gros comme coïncidence. Pour ce qui s'est passé à la cité, en tout cas, oui, c'est nos actions, je pense. Toulouse, je sais pas. Il avait dit quoi déjà la créature qu'on avait combattue il avait dit quelque chose. Qu'il apporterait l'apocalypse. Oui, C'est ça, oui. ça y ressemble pas mal. Ça. La maladie, les villes détruites. On en saura peut-être plus en allant au palais, posant des questions auprès des instances dirigeantes. Ils ont peut-être plus d'informations. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de retrouver ton ami ou on va Bah, essayer on de peut, voir le parce duc que de si- Champagne? On ne pourra pas aller le voir comme ça, en fait. En 6 mois, on a eu le temps d'être passé de mercenaires à personne disparue. Je pense qu'il se souvient de nous. Ouais, mais lui, oui, mais est-ce qu'on va nous laisser le voir? On a quelque chose qui prouve qu'on a été missionné par le duc de Champagne? Non, mais on peut essayer de réussir à convaincre. En tout cas, moi, je pense pouvoir y arriver. Bah, peut-être que si j'arrive à voir la personne que je connais, peut-être que Constance pourra nous... Ok. Bah, dans ce cas-là, on fait ça. On conseille de pour qu'elle soit là-bas. On essaye de la trouver. Et Ouais. on avise. Mais
Puis si on le trouve pas, c'est pas très grave. Je prends la bière. Qu'est-ce qu'il veut? Prends pas la mouche, Abilat. C'est une amie de longue date. C'est pas comme si c'était son ex. Et puis de toute façon, qu'est-ce que ça change? Bon, je prends Quand tu dis ça, moi je me fous ma tête dans ma bière. Je goûte quand même les légumes qui ont l'air quand même plutôt appétissants, donc Moi, je pense voilà, qu'on je va... mange quelques... On mange ce qu'on a commandé, on va régler, puis... C'est bon? Ouais, c'est plutôt bon. Ouais, ça a l'air... Et il y a pas mal d'épices, vous voyez qu'il a fait très attention à la cuisson, il a pas l'air d'être un manche au niveau... Et comment se comportent les autres clients par rapport à lui? Ils ont pas l'air de vouloir trop le regarder, et tu vois que ils font même pas attention, ils demandent même pas... comment... en fait, ils posent une pièce d'or, et ils partent. Et ils lui disent même pas au revoir, rien du tout, ils posent leur pièce, et puis ils partent aussitôt. Et donc vous attendez vraiment qu'ils reviennent, Bah, on va payer quand même. donc il arrive. C'était bon? Oui. C'était très bon. En tout cas, merci. C'est parfait. N'hésitez pas à revenir, hein. La table est toujours faite, et le repas toujours succulent. Ça coûtera en tout 7 pièces d'argent, D'accord. donc ce qui est quand même assez cher. Mhm. Vous avez quand même averti. Mais Pour le tour. le tout. Oui. Je lui donne une pièce d'or pour le remercier pour tout ce qu'il a... Toutes les informations qu'il nous a données. Merci beaucoup. Et tu vois qu'il la met. Bien, n'hésitez pas à revenir. Je suis vraiment troublée par ce que vous avez dit par rapport à ce qui se passe à Toulouse. Il y a eu quelque chose de particulier ou c'est que c'est dangereux de toute façon d'y aller? Ah non, c'est que tout le monde sait qu'il ne faut jamais aller à Toulouse. Et à Toulouse, il n'y a rien. Il n'y a qu'un corridor monstrueux, peuplé que de créatures tout aussi inquiétantes. Autant à Aldébaran, il y avait le gardien et des trésors du Premier Empire, mais c'est une terre stérile qui se trouve à Toulouse. Il faudrait être suicidaire pour y aller. Mhm. Non, mais ce serait pas une blague. Bonne journée. Et il se retourne. Il repart dans sa taverne. On va voir ta copine alors. Ouais. Allez, allons-y. Et puis, bah, je prends mes affaires. Je te préviens, je l'appellerai pas maman. Hein. L'eau dans la bouche, quoi. Ah la vache. Oh là là. C'est pas vrai. Donc vous déplacez où? Donc toujours en direction du palais. Mhm. Et une fois arrivé au pied, on essaie de repérer les casernes. Pour y parvenir, vous longez l'autre partie d'un des nombreux petits ports intérieurs de la cité. Le ciel est toujours d'un bleu majestueux, des nuages passant de ci de là de manière sporadique. L'odeur de poisson ou d'épices, déchargée par la multitude de brades s'afférant à déplacer les marchandises, vous donne un aperçu des senteurs de tout horizon parvenant jusqu'à la capitale du fragment du Zénith. Vous vous déplacez dans un dédale de petites rues et de grandes artères pour enfin grimper des escaliers d'un blanc immaculé. L'ascension est longue, très longue. Vous arrivez ainsi, éreinté, sur une plateforme permettant d'admirer les hauteurs de la cité. La muraille face à vous, celle du quartier du palais, est 2 fois moins grande que la grande enceinte, soit une quinzaine de mètres. Sur votre côté gauche, l'entrée de la caserne du palais, gardée par une immense statue à l'effigie d'une puissante guerrière à bouclier et à l'âge posé au sol. La pantille de la façade est large, constituée d'une croisée d'ogives au style oriental lumineux et mettant en valeur les dômes constituant la partie supérieure de la pantille. En dessous, une forge où l'artisan local travaille le métal, pour préparer les futures armes et armures des gardes de la capitale. L'entrée de la muraille, menant au palais impérial, est surveillée par une âme forgée, le même ancien modèle que la porte de la grande enceinte. Des gardes impériaux, à la cape caractéristique écarlate, entrent et sortent de la caserne. Ils ont pour la plupart des lances ainsi qu'une épée longue à la ceinture. Ce sont des groupes de 5 ou 10 qui circulent en général. On suppose qu'en s'approchant du bâtiment, il y a bien un garde qui va nous arrêter. Ouais. Donc il vous regarde. Puis-je faire pour vous? Est-ce que vous auriez un commandant qui s'appellerait Constance ici? Constance. Pourquoi vous la connaissiez? Je suis un ancien ami.
J'aurais souhaité la voir. Bien, le général Constance est morte Quand ça? il y a 1 an. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Bien, elle combattait les charognards et toute son infanterie est morte contre l'une des sombres cendres qui a essayé de se développer à l'intérieur même de la cité. Aujourd'hui, c'est la grande conseillère Niniel qui dirige les troupes pour l'écho. Est-ce qu'on pourrait la voir? Il faudrait rentrer à l'intérieur du palais et il faudrait une bonne raison. Est-ce que vous avez un papier, une missive, quelque chose qui vous permettrait d'accéder à l'intérieur? Le duc de Champagne est censé nous attendre. De ce que je sais, le duc de Champagne n'est pas bien vu à l'intérieur du palais. Il se trouve au bazar de la guilde. Oui, c'est ce qu'il nous avait dit. Voilà, c'est vrai. On est désolé. Et tu vois qu'il se retourne un petit peu, donc il essaye de voir si les autres gardes ne l'entendent pas. Et je préférerais vous dire de faire attention lorsque vous parlez du duc de Champagne aux abords du palais. Il y a de fortes tensions entre la guilde et l'Empire, et mieux vaut ne pas être considéré comme un proche des Célestes marchands. Et je suis désolé pour vous. Et, tu vois qu'il se redresse de nouveau et... Où est-ce qu'on peut trouver le bazar? Tu vois qu'il t'indique une rue. Alors, il faudra partir tout droit. Vous descendez à un moment donné. Vous verrez un escalier, donc tout en longueur d'à peu près peut-être une dizaine de mètres. Vous serez à peu près au niveau de l'eau. Il faut longer sur le côté gauche. Et puis donc, il vous indique que ça prend à peu près bien 10 minutes pour accéder jusqu'au bazar. Et puis, vous avez les Célestes de toute manière qui descendent généralement dans la partie en fait intérieure du bâtiment. Donc, et puis là, en plus, vous en voyez un passer, amortir sa descente, et vous voyez qu'il vous indique en fait une zone, et vous voyez que le Céleste se déplace très légèrement en descente dans cette direction. Bah, du coup, moi je me retourne et puis je m'y dirige sans forcément prendre un peu. Moi, je lui emboîte le pas en remerciant le soldat. Tout en le remerciant, Gary, tu rejoins tes compagnons déjà sur le chemin. Vous redescendez les marches et circulez de nouveau dans la partie inférieure de la cité, où il fait nettement plus frais, les zones ombragées étant pléthore dans cet espace. Vous devez bifurquer dans un des points ouest de la cité, et tout en passant un pont, vous apercevez au loin la puissante et monumentale statue représentant un empereur rouge à la longue épée, la main gauche levée vers l'avant en signe de don. La beauté qui se dégage du lieu, son harmonie, sa grandeur dénotent avec le souvenir sombre et pluvieux que vous aviez de la capitale parisienne. Ici, l'opulence se devine, et une certaine suavité transparaît à travers l'art majestueux de cette cité. Dans ce second port de la cité, vous discernez de somptueuses barques appartenant à des marchands de terre lointaines, venus depuis le canal artificiel menant vers le Rhône depuis le lac de Lausanne. Au bout de plusieurs minutes, après avoir redemandé votre chemin à d'aimables passants, vous parvenez en vue de la grande enceinte. Dans ce coin de la cité, la vieille, l'ancestrale enceinte s'est érodée, au gré du vent soufflant, formant par endroits un amas de sable incongru pour une cité traversée par d'innombrables canaux. Face à vous, une impressionnante, une titanesque porte en cuivre sertie d'or. Un escalier permettant d'accéder à cette monumentale entrée rehausse la puissance de la demeure de la guilde des Célestes marchands, qui ne peut que se dessiner, le reste étant caché au sein de la grande enceinte elle-même, comme une demeure troglodyte. Une fois franchis les passages à taille humaine sur les côtés de la grandiose porte de la guilde, vous apercevez un charmant endroit, un lieu enchanteur. Constitué d'une grande salle circulaire, l'antichambre de la guilde est un assemblage de plusieurs espaces. Au centre de la pièce, une fontaine, où l'eau circule depuis le haut de la toiture en une douce bourrine sur le sol de la salle, retombant en partie sur un orbe de cuivre, entouré par des cercles, émettant un son apaisant à l'oreille à chaque chevauchement de l'eau bienfaitrice. Des plantes entourent la fontaine elle-même. Tout autour, un monde constitué d'acheteurs circulant allègrement le long de la pièce où des alcôves ont été aménagées pour retrouver chaque spécialité vendue par la guilde. Alchimie, métallurgie, nourritures diverses, cartographie, etc., etc. À votre arrivée, on vous transmet un verre en cuivre, où l'on vous verse un thé à la menthe rafraîchissant. Soudain, vous entendez le vrombissement caractéristique d'un céleste au-dessus de vous, devant sûrement se poser non loin de la grande enceinte.
Vous le voyez passer à travers le large oculus de la fontaine, permettant aussi à une douce lumière naturelle d'éclairer les lieux. Étrangement, la salle permet au bruit des marchandages de toutes sortes d'être atténué, vous permettant de profiter d'une sensation de chuchotement fragile et reposant pour vos sens. Une odeur chaude et balsamique de myrrhe se dégage du bâtiment de la guilde. Moi, je m'approche de Zarus et je lui dis Zarus, je suis vraiment désolée pour toi, je partage ta peine. On va retrouver le duc de Champagne. On pose la question à quelqu'un. Bah oui, on essaie de trouver quelqu'un qui est capable de nous renseigner. Non, je sais pas vers qui aller, mais. Vous voyez un homme hein, qui vous sert, donc c'était aux différentes personnes qui rentrent et vous pouvez l'arrêter pour lui demander. Et donc lui demandez-vous précisément? Bonjour, nous Bonjour. sommes à la recherche du duc de Champagne. Nous avions rendez-vous avec lui. Vous aviez rendez-vous. Oui, Et votre nom? nous sommes la compagnie Malégol. La compagnie Malégol. D'accord. Et vous aviez eu rendez-vous à quel moment? Il y a 6 mois. On devait le retrouver dans une période, on va dire, plutôt indécise, mais en tout cas, nous sommes de retour et nous avons des informations pour lui. Et il les attend. Fais-moi un test de charisme. Donc dé de 20 plus ton modificateur de charisme. Et si tu as les compétences qui sont liées, donc si c'est marqué sur ta feuille compétences plus, tu peux rajouter ton bonus de maîtrise. Ouais. Après, moi, je sais comme avec mon aptitude apanage de la noblesse, j'arrive facilement quand même à obtenir une audience auprès d'un noble local. Bah, en fait, le truc, c'est que c'est pas un noble local. Ouais. Donc là, il va quand même faire. Ouais, bah écoute, je peux. Mais par contre, si tu dois avoir quelqu'un qui fait partie de ce lieu, oui, ça sera plus facile pour toi. Ok, 13 plus 15. Ok. Donc il vous regarde, un peu de haut en bas, quand même. Non. Mais vous sentez pas le jugement. Il vous observe quand même. Il essaye de vous identifier et il vous regarde. Très bien. Ne bougez pas. Et il se déplace très lentement, peut-être même un peu trop lentement pour vous. Et 20 bonnes minutes plus tard, il revient tout aussi gracieusement et lentement. Le duc de Champagne va pouvoir vous rencontrer. Il a hâte de vous voir. Il dit qu'il désespérait. C'est vrai que nous avons un petit peu tardé, mais nous sommes là maintenant. Suivez-moi. Et il se retourne et donc il repart dans le même sens très lentement. Et donc vous pouvez très facilement le suivre. Il monte un escalier en colimaçon menant vers un très large couloir magnifiquement éclairé par une lumière naturelle provenant d'un jeu de lumière via des miroirs diffusant les rayons du soleil depuis les hauteurs de la grande enceinte. Le couloir est extrêmement sobre. Après 5 minutes, votre guide arrive devant une porte. Frappe à celle-ci et vous entendez soudain la voix reconnaissable du duc de Champagne. Le serviteur de la guilde ouvre la porte et vous laisse passer. Vous vous retrouvez donc dans une pièce tout en longueur, épousant une partie de la façade intérieure de la grande enceinte. Le balcon façonné dans cette pièce permet d'admirer l'ensemble de la ville. Le style oriental de la guilde est une nouvelle fois mis à l'honneur. Des colonnes blanches soutiennent par endroits le plafond. De belles tables en bois très bien ouvragées, accompagnées de chaises basses, sont positionnées à différents endroits. Sur ces tables, de nombreux dessins sur parchemin, notamment la grande porte d'Aldébaran, au fusain, sont déposés de manière anarchique. Le duc de Champagne, Foulque, sur une table, était en train de dessiner sur un parchemin lorsque vous êtes entré. Vous reconnaissez le regard dur et sombre du duc. Sa barbe brune, à l'identique de sa chevelure, souligne un visage froid et impassible, mais doté d'assez d'intelligence pour feindre les émotions qu'il faut pour un public constitué de grands de l'Empire. Il s'arrête, pose son crayon et vous regarde longuement avant de prononcer ses premiers mots. « Ah, je ne m'attendais plus à vous retrouver. On peut dire que vous aimez vous faire attendre. » Pas tant que ça. C'était... On ne pensait pas que... Enfin, faut qu'on vous explique. Tu vois qu'il se lève. Allez-y, installez-vous. Racontez-moi tout. Tu vois qu'il prend des grands verres métalliques. Il vous sert quelque chose, une boisson qui a l'air... alors peut-être du vin, mais vous voyez que c'est assez foncé. Il vous les passe et lui aussi s'installe à la table sur laquelle vous avez donc ces différents dessins. Et donc il vous regarde en vous disant
Eh bien, maintenant, racontez-moi tout. Je suis prêt à vous entendre. Il s'est passé beaucoup de choses depuis que vous êtes parti. On imagine, c'est ce qu'on a cru comprendre. On a essayé déjà de poser quelques questions. Car nous aussi, nous sommes un petit peu déroutés par notre arrivée dans la cité. Je poursuis ou quelqu'un d'autre Oui. Donc, comme nous sommes arrivés... J'ai descendu une grande lampe d'hiver. Tu sens que c'est un vin très très fort. Épicé, très très fort. J'ai pas encore goûté, moi. Un peu comme de l'hypocrase, mais en plus péchu. Bon, plus fort, quoi. Comme nous sommes arrivés dans la cité d'Aldébaran déserte, on a été surpris d'entendre un battement qui provenait des profondeurs. Et ça s'est avéré que c'était certainement le gardien, et par la suite, nous avons la rencontre d'un immense dragon qui nous a pourchassés et qui était aussi accompagné d'une armée de démons qui est sortie à un moment donné de nulle part. Et du coup, bon, voilà, ça a été très très compliqué pour nous d'affronter ces créatures. Heureusement, on s'en est sortis, on a été, certains d'entre nous, blessés. D'ailleurs, je ne vois pas votre... Il est resté là-bas. Et il est resté là-bas parce que à un moment donné, voilà, j'ai dû lui dire de se cacher, c'est tellement c'était délicat comme situation. Et du coup, nous, on a affronté le dragon comme on a pu. Bon, là, du coup, je suis un peu émue parce que voilà, je reparle de ça. Et puis, par la suite, on a fait la rencontre aussi d'un personnage un petit peu énigmatique, encapuchonné, on ne savait pas vraiment qui c'était. Et puis on a vu aussi l'arbre, le vaïré, en La flamme. gaune? Oui, dans une sorte de vision. Enfin, c'était assez étrange, ou c'était vraiment physique, mais bref, c'était très 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 étrange. Et il était en flamme. Il était en flamme, et pour nous échapper de cette situation, à un moment donné, on n'a pas eu le choix que de partir vers l'arbre. Et puis Zarus a mis sa main sur l'arbre et a basculé dans une autre dimension. Et ensuite, on l'a tous fait la même chose. Et on est arrivé là, visiblement, 6 mois plus tard. Alors qu'on est parti qu'une semaine. Et vous étiez là lorsque Aldébaran a été détruite? On l'a appris, là, On vient juste de l'apprendre. Certainement suite à notre passage dans le temps. Enfin, c'est... Donc vous ne savez pas pour les sombres cendres qui se développent de plus en plus au sein de l'Empire, Non. le fléau qui se développe à l'intérieur des grandes cités de l'Empire, cette maladie rare et étrange, et ni ce qui s'est passé pour Lunélon. Non, nous sommes au courant de rien. D'accord. Mais c'est certainement lié avec ce qui s'est passé là-bas. Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'écho Oui, c'est ce qu'on... au fragment du crépuscule. Il semblerait que la grande prêtresse tienne les rênes de ce fragment. Elle a coupé court à toute intervention de la guilde au sein du fragment du crépuscule. Et il semblerait aussi que le Zénith ait envie de faire de même. Mon influence est de moins en moins importante au sein du fragment. Vous pensez que vous pourriez réexpliquer cela devant l'empereur? Je peux essayer de jouer de mon influence auprès d'une des personnes proches de l'impératrice. Il est un ami très proche de l'impératrice. En revanche, c'est quelqu'un qui aime gagner en influence et obtenir des dettes des personnes qu'il voit. Si je vous le présente, faites bien attention à ce qu'il pourrait vous demander. Et faites attention aux Prométhéens. On ne sait pas précisément ce qu'il risque de faire, mais Lunélon est ici. Mais il était en prison. Oui, à Paris. Et il a été déplacé à Agone pour être jugé. Ici, sur les terres qui l'ont vu naître.
c'est le cardinal, Morgan, qui doit le juger. Et quel va être son jugement? Vous avez une petite idée? Si le grand cercle, enfin si le cercle écarlate veut exactement un jugement rapide, il devrait être exécuté. Ce qui pourrait poser de gros problèmes avec les Prométhéens et avec sa famille, celle de Luménon. Car vous ne le savez peut-être pas, mais l'impératrice est la sœur de Luménon. Et la suite. Prochain épisode. Voilà pour ce premier épisode. Cette remise dans le bain. Pose différents jeux d'influence pour cette prochaine séance. On va voir ce que ça donne. Je suis pas sûr d'avoir tout compris. Ah, c'est mon rôle, ça. Eh bien, il va falloir revoir ces notes. Falloir réviser un peu. Celle qu'on n'a pas le temps d'écrire, parce que... Exactement. Mais là, c'était impossible, la prise de notes. Eh bien, on va le faire entre les épisodes. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez apprécié cet épisode, à mettre des pouces vers le haut. Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Parce que on espère qu'on a dépassé quand même les mises à abonnés depuis. On Je sait suis pas. sûre. hein, On compte croise. sur vous. On croit en vous. Voilà. Et puis, si vous voulez aider, on ne sait jamais, financièrement, nous avons un Tipeee. Même 1 euro, ça nous aide. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez, bien sûr. En tout cas, le but, c'est d'améliorer toujours la technique. Même si on a déjà plus ou moins amélioré, une première chose, notre visuel. Voilà. Et puis on espère, j'espère que vous avez apprécié ce premier épisode. Oh bah oui. C'est la remise dans le bain qui est... Assez calme, on verra si ça sera toujours la même chose pour les prochains épisodes. Ça. Et on se dit dans 2 semaines. Et le Discord. Ouais. Ah oui. Et le Ah Discord. oui. Entretenez le Discord, venez Il y dessus. avait très bonnes choses à dire. On l'a oublié chaque fois. À dans 2 semaines. Alors, Salut, salut. Salut. Ciao. Suite à cet événement, nous avons été émissionnés par le duc de Champagne. Je l'ai plus. C'est là qu'on a été convoqué par Olshad, un Olsin, pour qui... Putain. je fais juste ça, on est d'accord. Attends, je vais la refaire sérieusement. Ah là, je ne suis pas très... Apparemment, Clotilde était l'éminence grise du duc. On commence? Parce que j'ai rigolé, je t'ai regardé. Ah ouais, t'es bien content de déguiser. C'est pas mal. Oui, oui, c'est vrai. L'éminence grise. Bah oui. Oui, bah oui. Elle a joué. Je vais le faire, elle a joué. Apparemment, Clotilde. Ah oui, oui, ça je sais. C'est le chef des Prométhéens et... Bon, voilà. Oui, mais une fois arrivés au relais des Alpes, nous avons pu Ensuite, la 17. Ouais, alors attends, parce que c'est à partir de là où ça va commencer à devenir coquin. Tu sais. Je les enlève et parfois jamais. Une fois je mets le chapeau. Repérez les forts à cœur. Ah oui, t'es trop fort, Zarus. Ouais, d'ailleurs, ça sent pas très bon cette histoire avec Luménon. Si à dire. Ouais, quelle galère. Il fallait aller. Pardon, je recommence. Non mais c'est normal. Il voulait surtout nous parler de son état de santé et de la mission pour la mission pour... J'avoue, je m'attendais pas à me retrouver face à un lac. Non, c'est l'inverse. Ouais, bah faut savoir aussi, on me dit. J'arrive pas à le faire. Ouais, mais c'est pas mal. C'était une bonne idée. On regarde pas, on juge C'est bien. Oui, c'est dur. Faut pas que je rigole, c'est tout. Ouais, mais l'eau a commencé à monter et on s'est retrouvé dans un couloir. Pardon, je t'ai regardé. Ah ça, c'est pas sûr. Rappelle-toi ce que nous avait expliqué Igbold. Igbold. Oh putain. Il courait très vite d'ailleurs. Oui, il pas rien. T'as encore eu un SMS de ta pétasse. Un Skype.
Et là, le corps s'est animé ou non. Et là, le corps s'est animé en nous disant qu'il était là pour apporter l'apocalypse sur notre terre. Cette phrase n'est pas facile à dire. Et quand on a voulu traverser le pont, une silhouette encapuchonnée ne commençait à nous barrer le passage. Je vais la refaire.